part explorer le Bassis du Sénégal, la ville de Thiès. Il suffit de rouler 1 heure vers l'est depuis la capitale sur la fameuse N2 pour tomber sur ce joyau complètement caché. Et c'est un terrain d'analyse fascinant, parce que de l'extérieur, Thiès a super longtemps souffert d'une réputation de simple ville de transit. Genre juste un carrefour où on passe pour aller ailleurs. Exactement. Mais en réalité, c'est le carrefour stratégique entre le grand bassin arachidier et toute la zone touristique de la Petite Côte. C'est là, en fait, que le véritable moteur économique et historique du pays tourne à plein régime. Et la dimension économique, elle est massive, quoi. On parle pas juste de petites usines. Il y a un pôle d'extraction de phosphate, la transformation de l'arachide, une industrie légère hyper active. Et même une énorme cimenterie. C'est ça. Et cette force de frappe industrielle, elle date pas d'hier. C'est littéralement ce qui a forgé la nation. Si on veut comprendre l'indépendance du Sénégal, il faut vraiment regarder les mouvements ouvriers de Thiès. Ah ouais, la fameuse histoire des chemins de fer. Tout à fait. En tant que grand nœud ferroviaire colonial, la ville, elle concentrait tous les travailleurs de l'industrie. Et lors de la grève des cheminots de 1947... Une date clé d'ailleurs. Vraiment clé. Ces ouvriers ont tout simplement bloqué les infrastructures de transport en paralysant cette artère économique coloniale. Ils ont obtenu un levier de négociation sans précédent. C'est dingue quand on y pense. Et ce coup de force, en fait, ça a insufflé une conscience politique qui a complètement irradié tout le pays par la suite. Le mécanisme est redoutable. Tenir les infrastructures clés, ça donne directement le pouvoir de dicter le tempo politique. Mais, et là, je dois avouer un vrai blocage intellectuel de ma part quand on me dit mine de phosphate, cimenterie géante, nœud ferroviaire. Tu penses aux pierres. Bah ouais. Mon cerveau imagine automatiquement une ville un peu dystopique. Genre grise, couverte de poussière, super polluée, avec une atmosphère écrasante. Comment on peut y trouver une vraie qualité de vie? C'est vrai que la contradiction paraît frappante, mais c'est là qu'il faut regarder comment la richesse est réinvestie en fait. L'industrie lourde de Thiès, elle n'a pas écrasé la culture locale, elle l'a carrément subventionnée. Ah, d'accord. Cette forte activité, ça a généré une classe moyenne très stable, avec des infrastructures urbaines super solides. Et du coup, cet écosystème a permis d'attirer et de financer l'éducation et les arts. Ce qui explique la présence d'institutions comme les fameuses manufactures sénégalaises des arts décoratifs, non? Précisément. Et attention, c'est pas un petit atelier de quartier, c'est une institution d'État où les meilleurs artistes du pays créent des tapisseries monumentales. Et ça, c'est l'argent de l'industrie qui permet de soutenir ce niveau de production artistique. Voilà. Et de la même manière, ces infrastructures, elles ont attiré des universités importantes et de grandes écoles. Ce qui doit changer complètement la dynamique démographique. On n'a plus seulement des travailleurs d'usine, on a un afflux massif de jeunes, d'étudiants. C'est un peu comme, comme un cadre supérieur très sérieux qui travaillerait dans l'industrie la semaine, mais qui garderait l'ambiance hyper décontractée d'un immense campus universitaire le week-end. J'aime beaucoup l'image, c'est très juste. Et c'est un équilibre super rare. Faut savoir que, bien que la population explose, on dépasse aujourd'hui les 390 000 habitants, quand même. Ah ouais, énorme. Ouais, le coût de la vie est maintenu à un niveau beaucoup plus abordable qu'à Dakar. Donc les étudiants viennent pour la qualité des diplômes, mais en fin de compte, ils restent parce que l'environnement financier et même humain reste très gérable. Mais attends, avec autant de personnes qui affluent de plein de régions différentes, comment une ville, en pleine explosion démographique comme ça, évite de devenir juste chaotique ou super anonyme? Le ciment social ici, c'est la fluidité linguistique. Le français, c'est la langue officielle, donc ça structure l'éducation, l'administration. Logique. Mais le Wolof, lui, il rythme le quotidien de manière presque omniprésente. Ça sert vraiment de liant dans les rues, sur les marchés, et ajoute à ça une très bonne compréhension de l'anglais par une grande partie des gens. Du coup, ça crée une friction sociale minimale en fait. C'est ça. D'où que l'on vienne, on trouve toujours un moyen de se connecter instantanément aux autres. Ouais, on ne ressent pas cet isolement un peu oppressant qui est propre aux grandes mégapoles. Et c'est d'ailleurs ce qui se dégage physiquement de la ville. Quand on observe des endroits comme la fameuse promenade des Thiessois, on voit pas un projet tape à l'œil juste pour impressionner les touristes. Non, pas du tout. On voit un espace propre, aéré, vraiment conçu pour que les habitants puissent respirer au cœur de l'activité urbaine, quoi. Exactement. L'espace public est vraiment pensé pour les chaînes humaines. Ça prouve bien qu'on peut allier puissance industrielle et un rythme de vie super apaisé. Le bassiste joue sa partition à la perfection dans l'ombre du chanteur, pour boucler la boucle. Et honnêtement, cette analyse nous oblige vraiment à repenser notre vision de la géographie urbaine. On juge tellement souvent une nation à travers l'éclat de sa capitale, mais... c'est souvent trompeur. Tellement. Mais si le véritable pouls économique, social et même historique bat dans ces villes secondaires,
Ça pose une question pour ceux qui nous écoutent. Laquelle? Quelles sont ces villes de l'ombre dans notre propre région, celles qui détiennent réellement les leviers de notre société sans même qu'on y prête attention? Une belle piste de réflexion pour la suite.